Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Eh bien, soyez les bienvenus ici au trinquet municipal du Tidos à Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées. Nous sommes un petit peu sortis de l'Aquitaine, mais pour une spécialité qui nous concerne tous, il s'agit de la pelote. Et il s'agit d'une première aujourd'hui. C'est en effet, malgré les championnats du monde, malgré tout ce que vous aurez déjà aperçu à l'antenne, la première fois que nous diffusons de la pelote gomme pleine, dite pelote espagnole. Ce que vous avez vu lors des championnats du monde, puisque nous avions diffusé une partie, c'était un France-Argentine, avec donc les meilleurs joueurs du monde, c'était de la gomme creuse. Alors il y a peut-être une petite différence quand même, Jean-Pierre Herviti, c'est que, comme le nom l'indique, la gomme, pour l'autre spécialité, la spécialité argentine, elle est creuse, elle ne pèse que 40 grammes. Il y a du vide à l'intérieur qui permet à la pelote d'avoir des rebonds et des effets beaucoup plus particuliers. La gomme pleine, elle, pèse 60 grammes, donc 20 grammes de plus, 20 grammes de caoutchouc en plus. Elle est beaucoup plus solide, elle est plus astreignante et elle est beaucoup plus physique. Elle est même, on peut dire, violente. Tout à fait, Gérard. La principale différence qu'on pourrait ajouter éventuellement, c'est que c'est une spécialité qui se joue à filet direct. En effet, vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle doit atterrir sur le mur de face et vous pouvez la faire loger directement sur le filet de gauche sans vous appuyer sur le mur de droite ou sur la paroi de droite ou d'autres manières. Donc, d'où une vitesse de pelote beaucoup plus importante, des temps de réaction qui doivent être beaucoup plus courts chez l'avant et bien sûr, vous le disiez parfaitement, des frappes beaucoup plus sèches et beaucoup plus frappées directement, tandis que la pelote de gomme creuse, il faut la caresser, beaucoup plus enrouler. La fouetter. La fouetter également. Aucun point des effets. Absolument. Et nous avons en effet aujourd'hui, il ne peut pas y avoir meilleur plateau que les 4 athlètes présents aujourd'hui. Tout est rassemblé en effet pour que nous ayons une très très belle finale. Telle dans d'autres spécialités comme le tennis avec Sampras, Agassi, Vasiljevic, Muster et autres, nous retrouvons pour cette finale les leaders, tels Olas Agassi et Amestoy en rouge et Lissard et Lassalle en blanc. Bon, vous retrouverez bien sûr pour cette finale des qualités et des atouts peut-être un peu différents dans chacune des équipes. Une homogénéité parfaite pour les deux équipes puisque ce sont des athlètes qui jouent ensemble depuis quasiment une dizaine d'années avec une expérience très très importante pour l'équipe en rouge qui ne manque pas non plus à celle en blanc. Bon, je pense que la condition physique peut-être jouera un rôle déterminant pour l'issue de cette partie. On peut dire que ce sont quand même 4 joueurs parmi les meilleurs au monde à l'heure actuelle. Où les joueurs en rouge, Ramucho Amestoy et Frédéric Olas-Agasti, sont les champions du monde en titre de charret. De l'autre côté, en blanc, vous avez Patrick Lissard et Marco Lassalle du club olympique bayonnais, alors que les autres jouent sous les couleurs du Lucéane, le club de Saint-Jean-de-Luz. Lissard et Lassalle, eux, sont les vice-champions du monde de paletta gomme creuse. Il n'y a que les Argentins qui n'aient jamais réussi à les battre, n'ont jamais réussi à battre, mais ils s'en rapprochent de plus en plus, puisque à Saint-Jean-de-Luz, on s'en souvient, ou à Saint-Pé plus exactement, lors des championnats du monde en 1994, eh bien ils avaient posé de très très sérieux problèmes aux Argentins, puisqu'ils n'avaient été battus que 30-27, 3 petits points, alors qu'ils étaient remontés, tout le monde les donnait archi battus. Eh bien, croyez-moi, les Argentins, lorsque ça a été terminé, ont poussé un gros ouf de soulagement, car ils se demandaient comment ils allaient faire pour arracher le titre mondial devant ces jeunes Français qu'ils connaissent depuis longtemps, puisque c'est une expérience que vous avez menée, vous Jean-Pierre, en tant que directeur technique national, en mettant pour la première fois ensemble des gamins qui avaient 14 ans au sein de la fédération. Vous les avez imposés, je me souviens très bien, à Vitoria dès 86 dans les championnats de toutes catégories, alors qu'eux-mêmes avaient tout juste 15 ans. Et cela a fini par porter ses fruits, par payer. Encore que, il y a toujours une petite restriction, dans la mesure où ce que nous voyons là actuellement à l'image, c'est peut-être la spécialité la plus jouée au monde. Absolument. Alors que la gomme creuse, en France par exemple, il y a un championnat de France, certes, mais le championnat le plus couru, c'est celui-ci de gomme creuse. Oui, tout à fait. Disons que la paletta de gomme pleine, avec la pelote pleine, comme celle que vous citez aujourd'hui, est très pratiquée en France. Elle n'est que pratiquée en France. En revanche, la paletta avec pelote de gomme creuse est pratiquée dans la plupart des nations latino-américaines et c'est une spécialité qui a beaucoup d'émules. Et nous pouvons faire remarquer aujourd'hui que, bon, vous citez les championnats du monde de 94 en France et nous avons remarqué que la concurrence était féroce dans toutes les spécialités et que la spécialisation était de rigueur et que nous avons concurrencé
dans des spécialités qui n'étaient pas nos chasses gardées, les pays latino-américains, parce que nous avions fait une spécialisation très poussée, avec des regroupements et des rassemblements très intenses, et bien sûr des préparations scientifiques très, très poussées, et suivies et contrôlées. Alors ce trinquet de Lourdes, c'est un trinquet qui est tout neuf, il a été inauguré l'année dernière et qui vient parfaitement dans la politique menée par la Fédération française de pelote basque. On ne joue plus maintenant à la pelote uniquement au Pays Basque, il y a à Lourdes, il y a à Bordeaux, il y a Grasse, il y en a un petit peu partout à l'heure actuelle en France. Et c'est de bon augure et c'est ce que nous voyons là, et précisément ce que souhaite voir développer la fédération et avec elle le président Dominique Boutineau que nous saluons et qui ne peut que se réjouir de ce qu'il voit aujourd'hui alors que les Rouges mènent 12-5. Alors nous avons pris cette finale en cours de route tout simplement parce que nous avons 1h33 d'antenne, malheureusement pas une de plus, c'est le problème des programmes. Mais 1h30, on a le temps déjà de présenter quand même largement une finale comme celle-ci qui peut se terminer bien avant. C'est le premier en 50 qui a gagné. Mais compte tenu de la qualité des joueurs en présence, 1h30, 1h33, 1h35, c'est quelquefois un petit peu court. L'année dernière, la finale avait duré 1h45 par exemple. Elle opposait donc Ramon Choa-Mestoy et Federico Lasagasti qui sont invaincus dans cette spécialité depuis plus de 4 ans maintenant. Ils l'étaient également à Charret. Et puis patatras, ils viennent de subir 2 déconvenus coup sur coup, puisque en finale de Ligue du Pays Basque, ils ont été battus à Charret par Funosa et Lopetegui. Et puis la semaine dernière, dimanche dernier très exactement, ils ont été battus pour le titre national, cette fois-ci dans la spécialité de Charret, la raquette argentine. C'est un instrument un peu particulier si vous ne connaissez pas la pelote. C'est une toute petite raquette de tennis avec un cordage distendu, donc on ne frappe pas la pelote. On est obligé de la prendre d'un même coup de poignet, de la recevoir et de la renvoyer sans qu'il y ait le moindre arrêt. Sans ça, il y a un amorti et c'est un point pour l'adversaire. En plus, il faut être très ambidex. Alors, il n'est pas étonnant de voir les joueurs jouer aussi bien à palette à gomme, pleine, creuse, à Charret et en plus à palette à cuir. Tous ces joueurs ici sont des champions. On peut dire de l'instrument, Jean-Pierre. Tout à fait, vous le disiez, hein, difficile pour encore 100 mètres d'être champion olympique ou champion du monde du 1500, et difficile chez nous également, vu l'extrême concurrentiel et vu l'extrême densité de jeu qu'il faut fournir de plus en plus donc, au haut niveau, d'être polyvalent. Bon, c'est le cas pour Ola Sagasti et Amestoy qui jouent en rouge aujourd'hui ici. Je ne suis pas sûr que ça puisse se pérenniser, vu cet extraordinaire niveau qu'il faut avoir maintenant pour obtenir des médailles. Ceci étant, ils le font en guise de complémentarité, de préparation durant l'année. C'est vraiment quelque chose qui leur apporte énormément, tant du point de vue physique et tant que l'accoutumance à cette aire de jeu qui est le trinquet. Et bien sûr, ce sont des garçons extrêmement doués, comme ceux en blanc d'ailleurs, qui jouent déjà au niveau international depuis l'âge de 16 ans. Nous les retrouvons tout le temps en phase finale. Alors voilà, présenter donc cette finale de championnat de France. Nous allons maintenant, comme on dit, lever un petit peu le pied pour regarder le jeu, essayer de l'analyser un petit peu plus, essayer de mieux vous le présenter. Les règles, si vous ne connaissez pas le jeu de pelote, les règles sont excessivement simples. Vous avez tout autour de la cancha, c'est-à-dire le terrain de jeu, des lignes blanches en haut et en bas. Eh bien, il suffit de jouer à l'intérieur avec un seul rebond ou à la volée, il n'y a aucun problème. Mais pas de rebond, il faut toucher le fronton de face obligatoirement. Le filet à gauche, c'est une cible à atteindre qui est imparable bien souvent, que ce soit avec un rebond au sol ou en filet directement dedans. Il y a un filet au fond, et à partir de là, donc, c'est le premier qui a réussi 50 points et qui a gagné. Pour l'instant, vous le voyez, les joueurs rouges mènent 12-7. Ils étaient partis très vite, puisqu'ils menaient 10-2 au moment où nous avions pris l'antenne. Et vous voyez que les blancs sont en train de rentrer dans la partie. Et ils ne sont plus menés maintenant que de 5 points. 12 à lui qui a gagné point et qui engage, tout naturellement, comme tous les jeux de balle, mais tous les points comptent. Le rebond au sol étant le principal compté, et les revanches ne faisant pas partie du rebond final. Comme vous pouvez le constater, les joueurs de part et d'autre sont parfaitement ambidextres.
Il est impossible en effet d'arriver au très très haut niveau sans ambidextrie qui fait couvrir tout le terrain de jeu parce que vous seriez vite débordé si vous n'aviez qu'une gestuelle de la droite ou de la gauche selon votre bras prédominant. Voilà. Là on a vu le joueur de gomme creuse attaquer en 2 murs pour essayer d'avoir le filet avec un poumpe à charret comme on dit en basque, c'est-à-dire rebond au sol et filet ensuite. Mais excellente défense de Amestoy à l'avant en rouge, qui est lui un excellent joueur. Je vous dis, il est champion du monde de charret. Et même à charret, il reprend régulièrement, y compris les pans coupés de la main gauche. C'est tout à fait un spectacle étonnant. Alors en termes de stratégie de jeu, vous remarquerez que les deux arrières essaient de se neutraliser par des frappes éloignées de façon à faire approvisionner son joueur avant. Et plus vous prenez de la distance vers l'arrière vis-à-vis de votre adversaire, et plus vous amenez une pelote d'attaque à votre partenaire qui joue à l'avant. Les joueurs essaient de serrer le plus possible sur le côté gauche de la cancha, là où il y a le filet, parce qu'on est gêné, même lorsqu'on est ambidestre, on n'a pas obligatoirement l'espace nécessaire pour frapper et armer sa frappe. Comme lorsque l'on joue très serré contre le mur de droite, il y a toujours un moment où on est un petit peu gêné. Ah, voici la remontée des Blancs était un petit peu freinée sur cette pelote, sur une faute de Marco Lassalle, et c'est le 13e point donc pour les Rouges. Alors que le juge de la partie, que vous voyez le blond là-bas, est monsieur Philippe Pouchon-Lahore, qui nous vient de Gélos. Et 3e service que réalise Amestoy, l'avant rouge sur l'arrière blanc, Marco Lassalle, surprenant quand même, mais avec beaucoup de précision chez cet avant rouge. En fait, on sent là le joueur de charret, il n'hésite pas systématiquement à buter sur le côté droit. Alors que là, il aurait pu être battu. Il avait parfaitement été déplacé par Marco Lassalle et ensuite par Patrick Lissard. Ah, cette fois-ci, par contre, c'est Marco Lassalle qui, non, il a pu bien retourner. Ah, c'est une spécialité qui demande une condition physique irréprochable. Absolument, Gérard. Parce que la frappe, pour faire partir cette pelote, c'est un pan coupé ici, réussi par Ola Sagasti. Ça aussi, c'est un de ses coups de charret préférés. Absolument, le pan coupé qui est un petit mur sur l'espace droit qui est décalé, qui permet donc de dévier la pelote, qui surprend l'adversaire, bien sûr. Et 15-7 en faveur des Rouges. Allez, Fayet Ola Sagasti sur les refils extraordinaires. Ça, c'est son coup préféré dans le retour de charret. À palette à gomme, il est pas mal non plus, mais il a peut-être un tout petit peu moins de précision. La pelote est peut-être un petit peu moins vite que celle du charret. Oui, mais c'est un garçon qui retrouve très facilement du geste réception-renvoi au chalet, une frappe directe et sèche dans cette spécialité. C'est quelqu'un qui fait un transfert très aisé sur ces deux spécialités. Voilà, en gros plan ici, au but, c'est Patrick Lissard du club olympique bayonnais. C'est un garçon qui a 29 ans, il a déjà disputé 7 finales en championnat de France, dont plus 3 en interligue, 5 titres nationaux gagnés, plus 1 en interligue. Il a été 4e au championnat du monde en 86 à Vitoria à 16 ans. Il a été médaille de bronze au championnat du monde à Cuba en 90, médaille d'argent aux Jeux olympiques de Barcelone en 92, médaille d'argent au championnat du monde à Saint-Pé-sur-Nivelle en 94. C'est un garçon qui, l'année prochaine, lors des championnats du monde qui auront lieu en Amérique du Sud, à Mexico exactement, on va essayer, bien entendu, de enfin décrocher cette médaille d'or après plus de 15 ans de travail acharné. Disons qu'à Paletta Gomme Creuse, son partenaire de toujours est Marco Lassalle, celui qui joue à l'arrière et qui frappe la pelote maintenant. Et là, si jamais il y avait une médaille d'or, je crois que Jean-Pierre Herviti, vous auriez complètement gagné votre pari. Oui, mais je me vois très très difficile dans cette spécialité pour les raisons qui sont très très simples. Les Argentins qui sont donc les meilleurs joueurs du monde
Et il y en a d'autres, les Uruguayens, les Chiliens, les Péruviens et autres, mais les Argentins pratiquent la paleta pelote de gomme creuse quotidiennement, bi-quotidiennement, sous forme de paris, et ils ne pratiquent que cette spécialité, donc une accoutumance quotidienne à toutes les notions techniques et tactiques, d'où, comme nous le disions tout à l'heure, une spécialisation indispensable, comme dans toute discipline de haut niveau. Et chez nous, je pense qu'il y a un éparpillement qui est néfaste à cette arrivée en phase finale au niveau du championnat du monde. 17-8, alors qu'on revoit au ralenti cette magnifique attaque de la Sagasti qui prend Patrick Lissard à défaut. Voilà Sagasti, l'arrière rouge. C'est le plus ancien des quatre, il a 34 ans. Oh, regardez quelle reprise. Ah, c'est extraordinaire. Pourtant, il est attaqué de tous les côtés, là, pour l'instant, par Patrick Lissard, le brave Amestoy. Et dans n'importe quelle condition, il a toujours la ressource d'aller chercher cette pelote et de la ramener. Oui, un garçon extrêmement doué, un des plus doués, je pense, de notre génération, et qui se retrouve dans toutes les phases finales, avec le même partenaire d'ailleurs, qui lui ne manque pas d'atouts non plus. Regardez ça. Et pourtant, Dieu sait si cette équipe en blanc possède une homogénéité parfaite aussi, puisqu'ils jouent ensemble depuis, nous le disions tout à l'heure, depuis plus de 10 ans. Mais malgré tout, je pense que la condition physique est une donne très très importante. Vous le citiez tout à l'heure, et on retrouve cette prééminence donc, dans cette équipe en rouge. Avec une attaque basse d'Amestoy au ras de l'arrêt, magnifique, imparable. C'est le lâcher à droite. Regardez bien au ralenti. Il voit son adversaire partir sur la gauche. Patrick se retourne, mais effectivement, son arrière est resté collé au fond. Il s'attendait à une pelote beaucoup plus haute. Et on signale qu'il y a eu une petite coupure de faisceau entre le pic du Midi et Bordeaux qui a valu donc peut-être un écran noir. Rassurez-vous, ce n'est pas la faute du CSA, mais c'est un petit incident technique et nous vous demandons de bien vouloir nous en excuser. Nous sommes toujours dans cette finale de championnat de France de palette à gomme pleine qui oppose Ramuncho Amestoy Ola Sagasti de Saint-Jean-de-Luz à Patrick Lissard et Marco Lassalle du club olympique bayonnais, lesquels mènent 19 à 8. Ah, ils ont repris un petit peu maintenant le large, alors que tout à l'heure l'écart n'était plus que de 5 points. Il s'est à nouveau creusé. Et la vitesse d'exécution, alors pourquoi les joueurs jouent-ils à la volée? Tout simplement pour accélérer le jeu, essayer de prendre à défaut l'adversaire. Alors que si vous laissez aller la pelote, ce qui est le cas ici, Ramuncho Amestoy a été trompé par le rebond sur la planche de gauche. Il pensait qu'elle allait rebondir sur le toit du fond, mais malheureusement pour lui, la pelote qui avait pris peut-être un petit peu d'effet s'est freinée au rebond sur le toit. Elle a été plus courte que prévu. Elle est allée atterrir dans le filet au fond, ce qui donne un point gagnant aux joueurs blancs qui ont donc repris le but pour l'instant, mais avec même 10 points de retard, ce qui est déjà beaucoup dans un début de finale. Et surtout dans cette spécialité où les échanges sont très très longs, donc il est très difficile de gagner un point. Lorsque vous prenez un retard, difficile donc de le combler ensuite. Et là, vous avez vu que la Sagasti a répondu, c'est la réponse du berger à la bergère. Il a à son tour, par le biais de la planche, envoyé la pelote dans le filet du fond. Alors que la pelote creuse, le filet du fond n'existe pas. Absolument. Nous voyons mal en effet comment cette équipe en blanc va pouvoir combler ce retard contre cette équipe complètement hermétique qui a une défense très imperméable, autant devant que derrière. Eh oui, mais d'autant qu'ils ont une reproche à prendre vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils ont perdu un titre national la semaine dernière après 4 années d'invincibilité et ils entendent bien remettre les choses à leur place aujourd'hui. C'est une compensation qu'ils recherchent en effet. Ah oui. Et puis ce sont des garçons polyvalents, je vous l'ai dit, ils jouent aussi à palette à cuire. Il y a des compétitions qui fleurissent un petit peu partout à l'heure actuelle. C'est un poteau, c'est l'équivalent du filet. Le poteau sur la gauche est un point gagnant pour celui qui envoie la balle dessus, ce qui permet cette fois-ci au blanc de revenir, enfin de rester toujours à 10 points. Hop, on revoit, vous avez vu parfaitement la pelote frapper le poteau à gauche.
Quel retour magnifique de cet arrière en blanc, Marco Lassalle. Il a un air et botte, comme nous le disions tout à l'heure. C'est typique de la gomme creuse. Hein. Parfaitement. Et il a pu serrer sur la gauche. Et là, vous avez vu pourquoi on essaie de jouer sur la gauche. C'est que lorsque le joueur ne peut pas armer son coup comme il le voudrait, lorsqu'il ne peut pas armer son bras, eh bien, il est un petit peu limité. Et là, Federico Lasagasti n'a plus qu'envoyer la pelote lui-même dans le filet. 11 à 21. 11 à 20, pardon, en faveur des Rouges. Et on sert maximum à gauche, bien sûr. On décale à droite, c'est pour aussi déplacer les adversaires et on attaque aussitôt à gauche. Exactement. C'est de la tactique de haut niveau, parce que c'est fait au millimètre. Lorsque Mestoy attaque sur la droite pour déplacer son avant, il sait exactement, la pelote n'étant pas livrée, c'est une pelote d'attaque. Regardez bien, il va savoir exactement ce qu'il fait. Hop, comme il n'était pas revenu en position suffisamment rapidement, eh bien il l'attaque au filet directement. C'est un point supplémentaire pour les Rouges, 21-11. Aïe, aïe, elle touche le mur, elle frôle le mur au-dessus de la ligne du haut. C'est donc un point supplémentaire. C'était très difficile, vous savez, lorsque la pelote rebondit comme ça, lorsqu'elle est freinée sur le toit, elle a 2 ou 3 rebonds presque sur place. On ne sait jamais à quel moment elle va redescendre et elle peut vous prendre en défaut. Ça, c'est un point coupé, magnifique encore. Mais là, Patrick Lissard lui-même s'est retrouvé attaqué alors qu'il aurait pu laisser une pelote à gauche, là où il n'y avait plus personne. Patrick Lissard, l'avant blanc qui se retrouve très souvent en situation de défense, qui n'arrive pas à se dépêtrer. D'autant que Marco Lassalle ne lui procure peut-être pas toujours de bonnes pelotes, d'où cette difficulté. Ah, pour l'instant, là, entre Patrick Lissard et Federico Lasagasti, on joue au millimètre. Hein. Absolument. Parce que c'est un travail de sape qui est recherché et qui est très stratégique pour approvisionner, comme le disions tout à l'heure, son avant en pelote. Aïe, le filet. Et oui, il a trop attendu, il aurait fallu à la volée, c'est pas facile là où il était. Et c'est Ola Sagasti, l'arrière rouge, qui prend très souvent le dessus sur Marco Lassalle. Et la base du jeu vient de l'arrière. Et je sais que Patrick Lissard a fait le déplacement la semaine dernière pour voir la finale de championnat de France de Charret, justement pour savoir où en étaient ses adversaires d'aujourd'hui. Et s'il attaque systématiquement au fond, ce n'est pas pour rien. Il a peut-être senti un peu de fatigue chez Fredo Lasagasti. Mais aujourd'hui, il me semble avoir complètement récupéré le brave Fredo. Oui. Pas beaucoup de fautes, regardez bien, de la gauche ou de la droite. Il est très précis, très serré à gauche, très serré à droite. Nous avons rarement vu Fredo Lasagasti, l'arrière rouge, mal préparé ou en tout cas pas prêt pour les phases finales, d'autant qu'il est extrêmement bien soulagé par son avant à Mestoy. Ces deux joueurs s'entraînent quotidiennement, voire bi-quotidiennement, et d'autant spécifiquement que physiquement. Alors c'est une difficulté pour nous, Jean-Pierre, parce que une partie de pelote n'a pas de durée précise. C'est le premier en 50 points. Nous avons eu aussi bien à main nue, à Charret, enfin dans toutes les spécialités, une finale qui théoriquement devrait durer 45 minutes, durer 1h30, et d'autres que l'on jugeait pouvoir durer 1h30 et être terminé en 45 minutes. Donc lorsque l'on est en direct, ce n'est vraiment pas facile. Tant et si bien qu'aujourd'hui, nous avons essayé de faire approximativement une estimation de la durée de cette finale avec une très belle attaque en deux murs de Marco Lassalle qui a pris Fredo Lasagasti à défaut cette fois-ci. Et donc on a essayé d'estimer à peu près aux alentours d'1h30 la durée de cette finale. Nous jouons depuis 35 minutes maintenant, 24 à 12. Il suffirait que les Blancs reviennent comme ils l'avaient fait en début de partie et tout est remis en question. Pas facile du tout, mais enfin rassurez-vous, si jamais nous étions un peu courts, nous avons un petit peu de secours au point de vue image et même de très très belles images, que ce soit avec le Super Prestige en tête-à-tête qui s'était déroulé à Saint-Jean-Pied-de-Port avec notamment en finale aussi bien Manu Martiarena et Jean-Philippe Iliondo. Martiarena que l'on retrouvera demain d'ailleurs à Asparin en finale du championnat de France des indépendants en 2-2. Il fait équipe avec André Aguerre et il sera opposé à un couple qui cette année a l'air de vouloir dominer, en tout cas qui partira sûrement favori, encore que il s'agit de Jean-Claude Biscoubi qui est associé à, tiens j'ai un trou là d'un seul coup, Biscoubi à Aramburu, Jean-François Aramburu, qui a une double tâche cette année puisqu'il vient d'être retenu comme entraîneur pour les championnats du monde qui vont avoir lieu en Espagne
au mois de mai et championnat du monde des moins de 22 ans. Oui, nous pouvons revenir en effet sur cette finale. Vous citiez parfaitement en effet les données de la durée d'une partie. Elles sont d'autant aléatoires, ces données, que les effets psychologiques d'une finale sont très très importantes et les réactions d'un joueur, d'un athlète de haut niveau peuvent être différentes lors d'une finale avec l'importance qu'a une finale et le titre en enjeu. Et là on voit Mestoy de sa main gauche lâcher Sapala, ce qui est exceptionnel. Assez exceptionnel en effet. Ça peut arriver. Bien tant pis pour lui, malheureusement le jeu continue et ça n'interrompt pas le jeu. Et il a perdu le point puisque Marco Lassalle avait vu clair, il a pu lui mettre un pan coupé derrière, l'empêchant ainsi. Oh là là, c'est une faute d'Amestoy qui tape directement sur son adversaire. On a un point à refaire. Ouais. Oui, très rare en effet de voir un joueur lâcher Sapala, d'autant qu'ils ont des produits d'adhérence qui sont très très efficaces. Mais c'est vrai que la transpiration étant importante, ça peut arriver. Patrick Glissard, l'avant blanc, qui voudrait insuffler des attaques très très percutantes, mais qui n'arrive pas. Ah, il faut dire qu'Amestoy est averti, ils se connaissent bien, hein, rassurez-vous, depuis des années. Il connaît exactement les qualités, aussi bien de l'avant que de l'arrière, et également ses défauts. Ah, une pelote qui a été coupée, une tentative de filet direct qui a été ratée de Sagasti. Pour l'instant, on ne se ménage pas, on essaie au point de vue tactique de surprendre l'adversaire. Le lâcher de Patrick était un tout petit peu trop haut pour surprendre la Sagasti. Un petit peu trop téléphoné en effet. Ah, je pense que Marco Lassalle a pris ses marques, il joue beaucoup moins au milieu que tout à l'heure, il joue davantage avec la planche. Il essaie de doser en effet son énergie et doser ses pelotes aussi, mais difficile de surprendre cet arrière rouge ou la Sagasti, qui est une vraie machine à ramener. Mais pour l'instant, il ne s'en prive pas. Mais il est attaqué en permanence par Patrick Glissard. C'est un mano à mano entre les deux. Oh, que c'est bien camouflé. Vous avez vu quelle attaque pendant 5, 6, 7 échanges. Amestoy a regardé passer la balle et d'un seul coup, il a eu une opportunité. Il a sauté très haut. Il a frappé cette pelote, surprenant ses deux adversaires. 25 à 13 pour les rouges. Et encore une fois, magnifique filet direct. De très très bonnes options tactiques et de choix de réalisation que prend cet avant rouge à Mestoy, qui profite de la moindre opportunité pour faire la réalisation ou en tout cas pour mettre en situation de défense. Regardez ça. Il faut dire que Marco livre à domicile. Hein. Oui, et Amestoy peut camoufler en effet, c'est une attaque qui lui donnait plusieurs options. Il aurait pu poser à droite aussi, mais il a au dernier moment camouflé son geste pour loger au filet de gauche. C'est parfait. C'est à Amestoy. Oh là là, encore. Extraordinaire initiative d'Amestoy. Vous vous rendez compte, ce cinquième filet magnifique. Comme dans d'autres spécialités, le Chalet, il prend l'initiative du jeu, bien sûr, d'autant que la Sagasti lui procure de bonnes pelotes. Et encore une faute. Encore un but. Ouais. Une domination catégorique actuellement de cette équipe en rouge. 28-13, 40 minutes de jeu dans cette finale. Dépité Patrick Glissard que nous voyons à l'écran. Bon, il est vrai quand même qu'à la décharge des Blancs, je pense pas que dans leur tête ça puisse jouer à l'heure actuelle. Mais il y en a un qui a un problème avec un bras, c'est Patrick Glissard. L'autre qui a un problème avec un genou, et il se peut que ce soit une retenue involontaire, peut-être, je ne sais pas. Cela n'apparaît pas dans le jeu, je pense que peut-être ils ont dû se ressentir quelque chose, mais bon. Non, c'était avant la finale. Hein. Avant, d'accord. Voyez cette couverture qu'est obligé de faire Patrick Glissard. Oh là là, bien joué. Oh, quelle défense acrobatique. Alors ça, c'est le joueur de Charret là, qui a réagi. Hein. Ça, c'est le genre d'action qu'on voit faire régulièrement. Podera actuellement, qui prendra l'ascendant.
Et c'est le genre de point qui demande beaucoup d'énergie. Et on laisse beaucoup d'influx. Il est sûr que celui qui gagne ce genre de point prend un tâche à chaque fois. Vous voyez comme l'avant blanc accule ses adversaires. Ouais, voilà. Et toujours Amestoy dans l'initiative de réalisation, avec ses camouflages et ses stratégies ciblées, très choisies. Fredo, on revoit, tenez, cette pelote, il a fallu quand même aller la chercher là-bas sur la planche. Voyez, et à force de gaspiller d'énergie, c'est ce que je vous disais, beaucoup d'influx qui est gaspillé, enfin gaspillé, qui est utilisé et on va puiser dans les réserves assez vite. Des échanges qui durent régulièrement 1 minute 30, quelquefois plus. Et après, il faut le payer. Voilà, c'est ce qu'est en train de faire Marco Lassalle pour l'instant. Fredo Sagasti, que vous avez à l'écran. Je vous disais tout à l'heure que c'était le doyen, en quelque sorte, des 4 finalistes. Il a 34 ans. Il est de Saint-Jean-de-Luz. Il a déjà à son actif 17 finales de championnat de France depuis 1983, qui évolue au plus haut niveau. Il a obtenu 10 titres de champion de France à Charret. 4 titres à gomme pleine, plus participer à une finale. Il a été 2 fois finaliste à gomme creuse. Vous voyez que c'est un garçon qui est très polyvalent. Il a été 3 fois champion du monde, Jean-Pierre. En 1986 à Vitoria en Espagne, à 88 bas et en 94 à Saint-Pé-sur-Nivelle. C'est l'expérience en tout genre. C'est un garçon aussi qui peut jouer à palette à cuire. Là, il a beaucoup moins de titres, mais ce n'est pas sa spécialité. C'est essentiellement un joueur de Charret. Il a tous ces titres nationaux et internationaux, mais très souvent, et pour la plupart, avec le même partenaire. C'est Amestoy Lavant Rouge, qui est un extraordinaire athlète, qui vraiment est un parfait partenaire homogène et qui lui procure d'énormes atouts d'homogénéité et d'efficacité dans l'équipe. Amestoy, comme il n'a que 29 ans, lui il a un palmarès un petit peu moins chargé, mais enfin c'est quand même pas mal non plus. Hein. Il a, en 10 ans de compétition au niveau, il a participé à 16 finales lui aussi. 9 titres à Charret, dont 2 en junior, 2 finales à palette à gomme creuse. Il a été vice-champion du monde en 1988 à Paris lors des championnats du monde de moins de 22 ans, alors que là Patrick Lissard a réussi une très belle attaque en 2 murs. C'est vraiment l'attaque rêvée de tout joueur de gomme creuse. Et cette fois-ci, c'est une attaque qui a payé en prenant en défaut Ramuncho Amestoy. En effet, Marco Lassalle qui était très bien préparé à l'arrêt brotte et qui réussit en effet ce magnifique 2 murs sur l'avant rouge. Voilà, l'avant rouge, à qui ne montrerait pas n'importe lequel, puisque c'est celui de champion du monde toute catégorie obtenu avec son arrière ici à Saint-Pé-sur-Nivelle en 94, et des joueurs qui défendent sans aucun doute l'année prochaine à Mexico. Ouais, magnifique! Très bien serré à gauche de la part de Marco Lassalle sur cette pelote en refil de la gauche, pas facile du tout, très bon réflexe. Marco Lassalle qui a tendance à se retrouver là actuellement depuis 2 ou 3 jours. Oui, 2 ou 3 heures. 2 ou 3 points, pardon, excusez-moi. Je pense qu'il est en train de retrouver un peu ses marques de gomme pleine. Le point, le long échange de tout à l'heure lui a fait mal, mais il est en train de récupérer. Et c'est Tola Sagasti qui met toujours l'équipe adverse en situation de défense. C'est pas facile à l'aube, Amestoy. D'abord parce qu'il est grand, mais il est très adroit, il est très puissant à tout point de vue. Il a une excellente détente. En effet, une amplitude gestuelle aussi très importante et des temps de réaction très courts. Ah, une mésentente là entre les 2 joueurs blancs. Patrick aurait peut-être pu aller chercher à la volée cette pelote. C'était un peu tangent, il a préféré la laisser pour son arrière, mais il l'a prévenu trop tard. Elle était un peu éloignée aussi. Ouais. Il le croyait peut-être un peu plus près de lui, oui en fait. C'est le problème dans ce genre de jeu. Tous les jeux de pelote, hein, de toute façon. Lorsque l'on joue à 2 contre 2, l'arrière doit systématiquement couvrir son avant. Celui-ci, la pelote arrivant la plupart du temps, surtout avec les instruments très vite du fronton, elle arrive très vite. Et lorsqu'il lui arrive de mal juger la trajectoire, il faut être à n'importe quel moment capable de venir le suppléer. Oui, l'occupation du terrain est tellement précise et doit être très catégorique. Et l'arrière, en fait, doit tout le temps venir épouser le jeu de son avant et combler tout le temps. Parce que pour l'avant, la pelote va tellement vite qu'au dernier moment, il peut laisser passer.
Ah, cette fois-ci, non. Je pensais qu'il allait être surpris, mais non, la pelote s'est freinée sur le deuxième rebond sur la planche. Patrick Lissard qui essaie d'acculer et il y arrive. Sagasti qui concède une faute directe là au-dessus de la ligne du haut. 17-31. Un retour encourageant peut-être. Ouais, il y a quand même 14 points, mais enfin, chacun va essayer là, dans son coin de parler à son partenaire pour l'encourager, pour essayer de le remettre un petit peu. Ah, j'ai l'impression qu'on a changé de pelote. Les 4 joueurs sont en train de la tester. Alors ça aussi, c'est un problème. C'est ce que l'on dit régulièrement dans toutes les spécialités, mais c'est valable pour celle-ci aussi. Car peut-être même un petit peu plus qu'ailleurs, car il faut que la pelote soit assez chaude. Elle chauffe, plus on la tape contre le mur, plus elle chauffe, plus elle est vive, plus elle rebondit. Là, lorsque l'on change de pelote, eh bien d'un seul coup, elle est nettement moins vive que la précédente. Alors il faut essayer de trouver le plus rapidement possible ces marques. Alors oui, il y a un petit échange comme ci, comme ça. Regarde un peu, c'est rebond. Oui, c'est une stratégie aussi adoptée par l'équipe qui a le but. Et en l'occurrence, l'équipe en blanc, Patrick Lissard, a-t-il voulu peut-être prendre une pelote plus froide de façon à ce qu'il ait plus de pelote, en tout cas de prise et d'attaque, vu qu'il perçoit une certaine fatigue chez son arrière. Mais ceci étant, vous le disiez, la pelote s'échauffera de plus en plus au fil des points. Elle deviendra aussi vive que la précédente. De toute façon, là, les 4 sont confrontés au même problème. Hein. Mais c'est vrai que par rapport à une pelote qui était bien chaude et qui était bien vive, d'un seul coup, les repères ne sont plus tout à fait les mêmes, y compris et surtout dans l'étude de la trajectoire de la pelote au retour du fronton. Et ce, durant quelques points. Frédérico Lasagasti en haut plan. Frédérico Lasagasti qui a un sens de l'anticipation vraiment extraordinaire. Frédérico Lasagasti a 34 ans maintenant et bon, je ne veux pas dire qu'il soit en fin de carrière, mais enfin disons que l'essentiel est un petit peu derrière lui. Mais il a encore quelques beaux jours devant. Mais c'est un garçon qui est un sportif extraordinaire. C'est un garçon qui a failli jouer au Girondins de Bordeaux en football. Oui. Il était joué à la Réunion, il était particulièrement doué. Il avait été repéré par le club des Girondins qui aurait bien aimé le faire signer à Bordeaux. Et plusieurs clubs basques également. Bien sûr, mais lui, il a préféré se donner à la pelote basque. Et finalement, on ne peut pas dire qu'il ait eu tort compte tenu du palmarès que je vous ai cité tout à l'heure. Ce sont des garçons qui sont amateurs tous. En pelote, il y a peu de professionnels. Il y a des semi-professionnels à main nue. Mais dans toutes les autres spécialités, ils sont tous amateurs, mais amateurs quand même de haut niveau. Et il faut pour pouvoir non seulement progresser et au moins se maintenir à ce niveau, jouer énormément. En ce qui concerne Lasagasti, lui, il travaille au Crédit Maritime. En ce qui concerne Ramon Mestoy, lui travaille à la mairie de Saint-Jean-de-Luz. Patrick Lissard, lui travaille dans une entreprise de travaux publics, alors que Marco Lassalle est ambulancier. Quel extraordinaire ambidextrie de Marco Lassalle qui réalise sur Lasagasti un geste très ouvert, très développé. Alors un petit détail, je profite des gros plans. Vous avez vu aussi bien Patrick Lissard que Ramon Mestoy à l'avant portent des lunettes. Ce sont des lunettes non pas de vue, mais ce sont des lunettes protectrices qui aujourd'hui sont absolument obligatoires. Alors je sais que vous êtes très très nombreux en Aquitaine à jouer à la pelote. Eh bien dites-vous bien que ce n'est pas ni un caprice ni quoi que ce soit. C'est obligatoire si vous voulez éviter tout problème avec vos assurances, parce que là peut partir à n'importe quel moment et arriver malheureusement aussi bien dans un œil que dans la figure. Il vaut mieux que vous soyez protégé. C'est une obligation. Et je pense que ce n'est pas mal. On s'y habitue très très bien. Nous avons en effet eu certains accidents oculaires qui ont provoqué donc les traumatismes que vous citiez, et c'est une mesure de sécurité indispensable et qui nous était vraiment obligatoire. Il y a Gênes. Ouais, Béris. Autrement dit, Gênes, donc le point est à rejouer.
19-31. Ah, on ne sait jamais, les Blancs peuvent peut-être revenir un petit peu. De toute façon, dans l'intérêt de cette finale, nous aimerions bien les voir revenir et inquiéter les Rouges. Oh. Ah, Marco Lassalle qui n'a pas été aidé avec l'angle, vous l'avez vu, de la planche sur un deuxième rebond, alors qu'il attendait la pelote à en tomber. Et puis derrière, la pelote est allée s'écraser dans l'angle formé entre le sol et la paroi du fond, en faisant un pic. Aucun rebond, donc impossible à rattraper. 32-19 pour les Rouges. Marco Lassalle, l'arrière blanc qui n'arrive pas à mettre en défense son vis-à-vis. Hop là, vous avez entendu l'arrêt en fer devant, donc pas de contestation possible. Le point est faux. Car une nouvelle fois, si en tennis les lignes sont bonnes à la pelote, la ligne est faute. Quelle homogénéité. Vous avez vu ce retour de but chez l'avant rouge. Et cet arrière rouge qui suit toutes les pelotes laissées par son partenaire. Oh là. Ah, malchance. Ah, oui, il a vraiment pas de chance, Marco. Il a essayé le filet direct. Il n'a, pour rien du tout, peut-être même pas un demi-centimètre. La pelote a rebondi sur le bord, mais bon, la réussite a quand même été de son côté, puisqu'en retour particulièrement rapide. Regardez bien cette attaque. Il va attaquer en deux murs. Normalement, il cherche le filet. Hop, et la pelote est revenue directement sur le joueur rouge. Là, c'est un point pour les Blancs. 21, mais dans le même temps, les Rouges en ont marqué un autre. Et ils mènent 33-21. 12 points d'écart. En deux murs, superbe réflexe d'Armin Chomestoy. Ah, une attaque basse, bien joué, un lâcher de Patrick Lissard qui prend à défaut les deux joueurs rouges. Pourtant, la Sagasti s'était bien avancé, il avait anticipé, mais l'attaque était très basse, la pelote a fusé. 22-33. Superbe réflexe encore d'Amestoy à l'avant. Toutes les pelotes sont distillées chez cet avant rouge qui met en défense. Voyez les espaces creux comme ils sont profités par cet avant. Ah, il voit tout. Et voilà. Patrick Lissard, toujours en situation difficile. Ah, il est sûr que les Blancs, là, pour l'instant, sont attaqués de tous les côtés. Oui, il n'est pas assez approvisionné de pelote par son arrière, Marco Lassalle. « 55 minutes de jeu dans cette finale. » Quel geste! Oh, quel sauvetage aussi! Oh là 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 là, quelle réussite de la part d'Amestoy qui a rattrapé en catastrophe le dos au fronton une pelote et sur le retour il a réussi un filet au fond. Mais beaucoup d'instinct incisif chez cet Amestoy qui profite de la moindre occasion. J'ai la certitude qu'ils n'ont vraiment pas digéré leur défaite d'un tout petit point la semaine dernière dans la finale du championnat de France de Charey. Marco Lassalle qui essaie de varier son jeu, mais qui ne parvient pas à tromper. Une pelote qui s'égare. Ouais. Elle est remontée très haut et après avoir rebondi, elle est allée frapper le mur au-dessus de la ligne du haut. C'est un point faux.
incroyable. C'est fabuleux. Hein. Ah oui, oui, vraiment, cette équipe en rouge. Partout, sur toutes les pelotes, avec beaucoup d'homogénéité. C'est arrière qui poursuit tout. Qui est vraiment sur toutes les situations. C'est avant qui joue d'autant tranquille. Dès le but, une mise en situation de défense. Marco Lassalle qui a failli parvenir en effet à bloquer avant rouge. Ah, c'est pas assez serré sur la gauche, Marc. Non. Ah, il laisse toute liberté dans sa l'amplitude de ses voyez, gestes. voyez l'espace, voyez Ah, l'espace. Ouais. Voilà. Royal à Mestoy. Et bien sûr, un mur en béton, c'est Tola Sagasti. Mais je pense que Infranchissable. en plus, Marco Lassalle lui facilite la tâche, car toutes les pelotes qu'il lui met sont tellement loin du mur de gauche Tout à fait. qu'il a toute liberté pour lâcher son geste, armer son bras comme il le faut. Ça vient d'une domination catégorique de son adversaire, arrière rouge. Mais ça va très vite finalement, hein, 37 à 23. 13 points encore et le titre national sera conservé pour les joueurs rouges. À moins que d'ici là, il y ait un renversement de situation. C'est toujours possible en sport. Et la différence, regardez les pelotes, elles arrivent vraiment. Il a pas la place pour tellement armer. 38 à 23 pour les rouges. Les rouges qui dominent la situation dans tous les compartiments du jeu. Vous voyez? Oh là 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 là. Oh, Quel magnifique! Et vous avez vu, Amesto, il n'a pas bougé d'un centimètre. Il était campé au milieu, il avait parfaitement anticipé. Il savait que la pelote devait repasser par là, aussi bien à l'aller qu'au retour. Et à chaque fois, il a pu maîtriser. Regardez, il est planté là au milieu, il ne bouge pas. ils ont vraiment l'homme du match à Mestoy Hop, aujourd'hui. regardez, hop. Et un petit coup de poignet, paf. Assez extraordinaire. Vous voyez de cette attaque aussi, un peu arrosée, mais elle était bien dirigée. Un tout petit peu haut en haut, oui. Mais c'est une pelote qui voulait faire tourner au fond. Et qui aurait posé bien des problèmes encore à Marco Lassalle. Allez, 24-39, 15 points. Non, je crois que les dés sont jetés. Ah, en principe, le tournant dans une partie de pelote, c'est toujours à 35, hein, Jean-Pierre. Oui. Mais il y a quand même des exceptions, hein, Dieu merci. Oui. Mais enfin, à 35, on y voit beaucoup plus clair. Souvent, des équipes peuvent se tenir, être à égalité à 35, et d'un seul coup, c'est là qu'il y a un petit problème. Tenez, même la Sagasti qui se met à arroser en haut. Et pour une fois que la pelote était vraiment bien serrée à gauche, il n'a pas pu armer son bras comme il l'aurait voulu, et dans sa retenue, il a ouvert sa raquette. Ça pas là. Il y a des palettes qui ne sont pas tellement efficaces. Ah non. Des palettes qui sont des pelotes qui se font ricocher sur le mur de gauche, qui viennent tout offertes au milieu de la cancha, qui sont d'autant de pelotes d'attaque et de mise en situation de défense pour l'adversaire. Voilà, ça c'est bien serré. Oui. Et obligatoirement, Et vous voyez comme la Sagasti couvre le terrain derrière à Mestoy. Ouais, bien défendu de la part de Patrick Lissard. Une pelote qui prenait le chemin du filet, comme celle-ci d'ailleurs. Quelle défense ce Lissard. Oui.
Non, je crois que la différence chez les arrières se fait soit peut-être un peu moins bien préparé que sur la profession. Ambulancier, il faut être partout, le jour et la nuit. Oui, ce qui n'arrange rien. Oui, bien serré. Et quand la pelote est serrée comme ça à gauche, je vous assure, c'est vraiment pas facile. Oui. 40-26, 14 points d'écart, plus que 10 points pour les rouges. Alors, est-ce qu'ils vont y parvenir rapidement ou pas? Nous, ça ne nous arrange pas tellement, encore que nous aurons l'occasion de voir d'autres spécialités de pelote. Puisque nous avons quelques réserves d'images. Rassurez-vous. Mais je crois cette équipe Lamban capable d'un retour. Et voilà, bien joué. Et qu'il ne suffit pas toujours de taper très fort, il suffit d'utiliser la planche à bon escient. Oui, et de doser les frappes, en effet. Et déjà, il a pu éliminer Amestoy, ce qui est déjà pas mal. Et avec une pelote qui roule le long de la planche, on ne sait jamais quel va être son dernier rebond. Et la différence, il y en a un qui serre sur la gauche. Et même s'il est bien de la main gauche, Marco Lassalle, il est obligé de livrer sur la palate de son adversaire. Et là, c'est la guerre d'usure après. Oui, c'est une spécialité où il faut coincer la pelote à gauche, comme en main nue. Voilà, comme ça. Ça a l'air facile comme ça, mais si un jour vous avez l'occasion d'essayer, vous verrez. Ouais. Ouais. Admirable la défense de Patrick Lissard. Vous voyez le nombre d'échanges qu'il faut pour gagner un point. Alors lorsque vous accumulez un retard, difficile de le combler. Ce sont des points à 10, 15 échanges. Un coût énergétique très important, autant dans les déplacements que dans la frappe. 41-26. Quelle stratégie, cet avant rouge. Un but à droite, un but à gauche, un but au centre. Jamais, jamais logé de la même manière. D'où la perturbation qui provoque chez l'adversaire. Vous avez vu cet œil en gros plan de Federico Lasagasti. Eh oui. Oh, voyez ça. Voyez cette couverture entre ces deux joueurs en rouge. Impénétrable. Magnifique, magnifique. Là, c'est une bonne attaque. Il a essayé d'en doser quelques-unes comme ça tout à l'heure. Il en a réussi 2 ou 3. C'est vraiment l'attaque parfaite en demi-mur à droite avec le filet indirect du joueur de gomme creuse. Il faudrait peut-être qu'il en essaye un peu plus. Oui, parce que vous voyez, en jeu direct comme ça, il n'aura pas le dernier mot avec ces deux adversaires-là toujours. Car c'est lui qui est en permanence sur la défensive, de toute façon. Allez, c'est le moment là, encore. Non, droite à droite. Ouais, ça suffit pas pour tromper Lasagasti. Lasagasti qui a une vitesse de déplacement extraordinaire aussi. C'est surtout ce sens de, ça, il me disait avant le début de la partie, il va falloir faire attention au filet du haut. Il est un petit peu bas à son gré et il vient sur une pelote défensive de le montrer. Allez, 28-42. Allez, ce serait bien que les Blancs viennent à remonter un petit peu. Ils en ont les moyens, en tout cas technique et tactique, mais physique, chez l'arrière, je suis pas sûr. Il se met à serrer un petit peu plus à gauche. Là. Oui. Ah non. Et là, il est... Là, c'est lui qui va se retrouver encore sur la défensive. Là. Ça va pas tarder.
Bien camouflé. Ouais. Très très bien camouflé chez Patrick Lissard. Il y a eu un petit peu de réussite, mais il en faut Ouais. de toute façon. Et Patrick Lissard, c'est avant-blanc qui arrive à se créer des situations incroyables et qui parvient à réaliser des points malgré l'après-midi difficile qui passe dans des situations très, très défensives. Ah ben on connaît quand même leur volonté à tous les deux. Ce ne sont pas les Argentins qui diront le contraire. En effet. Quelle gauche, cet arrière blanc. Ah oui, il a des possibilités extraordinaires, hein, de toute façon. Ah oui. Il est vraiment au niveau des trois autres. Mais c'est vrai que par rapport à la gomme creuse, je vous disais tout à l'heure, au plan physique, il y a une demande d'énergie, un besoin d'énergie bien supérieur. Parce que des points durs, comme c'est le cas ici encore, on laisse pas mal de plumes dans la bataille. Et je crois que la différence va se faire là. Oh là là, regardez, Amestoy, il est toujours là où il faut, car la pelote revient basse à une grande vitesse, et ça ne le gêne absolument pas. Voilà, c'est ce qu'il faut faire de toute façon, il faut essayer de le lober, de l'éviter au maximum, Oui. d'une manière ou d'une autre. Mais malgré cela, Ola Sagasti n'est quand même pas sur la défensive. Non, c'est un vrai baroudeur, un vrai marathonien. Regardez, il ramène tout. Voilà, la planche, bien joué. Attention, au retour, le pan coupé. Ouf. Ouais, il était temps. Ah, Et voyez, bien joué, mais Vous voyez la complémentarité. Cet avant rouge qui vient aider son partenaire oui, bon réflexe de Marco de Lassard. défense. Ah oui, Palette. Ouais. Ouais, superbe. Ah, magnifique. Là, je crois que Ah oui. ce petit coup du sort est largement mérité pour les Blancs qui se sont vaillamment battus. Et c'est bien, ils ne baissent absolument pas les bras. Bien, malgré leurs 12 points de retard, 30-42. Et là, je crois que nous avons eu un superbe échange. De très très haut niveau, en effet. Nous avons vu Ouais, toutes ces les attaques-là, situations. c'est fabuleux. Un passage d'une situation défensive à une situation d'attaque, autant chez l'une équipe que l'autre. Ah, comme tous les sports, quand c'est joué à ce niveau, ça a l'air d'une simplicité, d'une Oui. facilité. On dit, bah, c'est facile, je vais y aller. Mais quand on y va, c'est pas tout à fait la même chose. Encore que, bon, il suffit de jouer comme partout. Hein. C'est en mangeant que, ou en forgeant plutôt qu'on devient forgeron. Et bien là, c'est la même chose. Et nous voyons Caso Major. Nous avons aperçu Caso Major, médaille d'argent des récents mondiaux. Et oui. Et nous aurons, tiens, puisque nous parlons de pelote, Jean le prochain Prat, rendez-vous. Jean Prat. Ah voilà, avec le maillot orange, un certain Jean Prat. Est-ce que ça Ouais, vous dit quelque le chose? fameux Jean Prat. Ah, Équipe de France de rugby qui a fait les les belles années. Ah oui, oui, les plus belles années même de l'équipe de France. Ouais. Avec son frère Maurice. Là, c'est pas une balle qui fait pic, Ouais. pratiquement, qui ne rebondit voyez pas. ça. Il réussit à la ramener quand même avant le deuxième rebond. Ouais. Et Oh voilà. là là, superbe. Ah non, génial cet Amestoy. Vraiment. Tout y passe dans son jeu. Tout. De la gauche comme de la droite. Les trois murs, Ah, les regarde, ricochets. regardez cette attaque. Pam, pam, pam. Elle fait 3 murs et elle revient pour faire dans le filet pour faire un point gagnant. Et il remet en ça. voilà un autre. Ah, il remet ça aussitôt. Il n'avait pas encore utilisé cette attaque depuis le début Non. de la partie. Ça aussi, c'est une attaque typique du jeu de gomme creuse. Et qu'il avait réservé pour la fin de la partie parce qu'il sait que ses adversaires se sont un peu fatigués dans les déplacements, d'où l'utilisation. Il sait qu'en début de partie, il est inutile d'essayer ce type d'attaque. D'autant une intelligence très aiguisée. Ah, j'ai entendu le faire. Ouais. Le point faux 45 à 30. Aïe, 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 plus que 5 points. Il est pourtant difficile de rentrer des buts dans cette spécialité, mais je pense qu'il a dû en réussir une demi-douzaine. Oui, si, c'est ça. Et
toujours le but de gauche à droite, alors que d'habitude on engage souvent de droite à gauche. Oui, je pense que l'ouverture de la défense étant très très belle, lorsque vous recevez d'un but de droite à gauche, il préfère mettre en situation de défense par la gêne que provoque la paroi de droite. Ça c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est le geste et l'habitude du joueur de Charret, qui engage obligatoirement de gauche à droite. Ce qui n'est pas obligatoire dans cette spécialité. Ouais. Alors là, il a sûrement ses repères, et ceci explique cela. Attention le filet, non. Ouais. Et Ola Sagasti qui anticipe tout le temps. Enfin, c'est un très bel outil dont s'est muni la municipalité de Lourdes. On le met à M. Douste Blazy, le ministre de la Culture. Et en plus, on avait bien fait les choses pour être sûr que cette finale ne soit gênée en rien et pas rien du tout. Ça fait un mois que le trinquet a été repeint, tout neuf, et avec interdiction de jouer. Et qui répond parfaitement aux évolutions que vous citiez tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité publique, la visualisation du jeu par les spectateurs et les téléspectateurs, et la facilité aussi pour les médias de travailler dans de meilleures conditions. Les rouges à 4 points du bonheur. Oui, vu les qualités de cette équipe en blanc, nous ne pensions pas qu'il y aurait eu cet écart au score. Ah oui, oui. Moi, je pensais, Elle ne mérite pas, je pense pas. Elle vaut beaucoup mieux que ça. Surtout par les qualités techniques et tactiques que possèdent ces deux joueurs en blanc, autant chez l'arrière que chez l'avant. Et pourtant, ils font ce qu'ils peuvent. Vous avez vu, Oui. Patrick Lissard est allé chercher cette pelote carrément dans le filet en défense. Mais cet avant rouge à Mestoy a été vraiment royal. Et l'autre, Ola Sagasti, a fait Égal à lui-même. vraiment égal à lui-même. Oui. Une machine à renvoyer. Rassurant de jouer avec un joueur comme ça. Ah, ouais, ouais. Ah, on peut jouer en confiance, c'est sûr. Allez, Marco Lassalle a réussi un joli point. 31-46. Et voilà. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Pompa Charret. Situation qu'il faut rechercher constamment, que réussit Ola Sagasti. 47-31. Le pompa chalet, c'est-à-dire un but qui rebondit, qui atterrit sur le mur de face, qui rebondit au sol, qui rentre dans le filet de gauche. Quelle facilité. Ah, une ouverture de geste un petit peu trop importante qui fait arroser. Et trop de facilité. Trop de facilité. Ah, puis il sait que de toute façon, là maintenant, Et l'avance c'est elle en effet qu'il peut y avoir un relâchement peut-être aussi. ouais, il sait que la partie est pratiquement gagnée. Maintenant, même, ce n'est pas sous-évaluer ses adversaires. Même la preuve, ils viennent de réussir ici par Patrick Lissard un superbe pompa charret, c'est-à-dire rebond au sol et filet ensuite. Mais bon, il y a suffisamment d'avance, 33 à 47, 14 points. Et plus que 3 à jouer, surtout pour les rouges. Avant le titre de champion de France, 97. Oui, attaque de la gauche à la droite et vice versa, mais ça ne surprend pas. Voilà Sagasti. Pour tous ceux qui s'intéressent à la pelote dans la région bordelaise ou même ailleurs, hein, enfin en Aquitaine, eh bien, il y aura jeudi prochain
27 mars à partir de 20 h, une finale superbe aussi à suivre, celle de la Coupe des As à gomme pleine dans cette spécialité, où là Christophe Casamayor sera associé à Ramuncho Amestoy contre Patrick Lissard qui jouera avec Fredo Olasagasti. Là on va panacher un petit peu les équipes. Nous avons vu en éliminatoire des parties d'une grande qualité, comme celle-ci d'ailleurs, même un petit peu plus serrée. Et cette finale de palette à gomme pleine sera suivie à 21 h, toujours jeudi soir et toujours à Pessac, par une finale de palette à cuir. Et là, nous aurons ce qu'il y a de mieux à l'heure actuelle aussi en France, puisque Carlito Arenas et Arnaud Bergerot, qui sont vice-champions du monde de la spécialité et champions de France en titre, seront opposés à Christian Lassalle et Marc Lassalle. Je vous disais tout à l'heure que c'était des joueurs qui étaient polyvalents et qui pouvaient jouer à plusieurs instruments. Bien, c'est le cas des uns et des autres. Marco Lassalle qui lui aussi va essayer de récupérer, et ça ne sera pas facile de toute façon devant Arenas et Bergerot, un titre qui aujourd'hui va lui échapper. Oui, bonne attaque quand même. Oui. Et pourtant, ce ne sera pas par manque d'avoir essayé tout oui, ce qu'il oui. pouvait. Il en donne la preuve sur ce point. Allez, 12 points d'écart. Vous voyez les changements de situation de service qu'effectue l'avant blanc également, mais qui ne réussit pas. Il a voulu défendre, il était obligé de défendre au premier filet. Oui, d'autant que son service était offert, vraiment offert. Une situation d'une très très belle qualité pour Amestoy qui lui est efficace dans tout. Ah, il a changé, oui, au lieu de serrer sur la droite, cette fois-ci il a tapé au milieu, obligeant Marco Lassalle à changer sa palade de main et finalement de livrer. Oui, bien défendu. Ouais. Aïe aïe aïe. Ah ouais, trop confiant là, Amestoy. Il veut tellement en faire, il sent tellement ses adversaires à sa portée qu'il donne avec beaucoup de générosité. Oui, mais c'était une attaque très incisive de Oui. Patrick Lissard qui était difficile à reprendre. Oui, mais s'il avait réussi son Oui. contre Amestoy, c'était le point gagnant C'est assuré. vrai. Oui, joli gauche à gauche, pas facile à faire. Et finalement, qui ne gêne absolument pas le Sagasti. Oui, mais des plots livrés avec la gauche, au lieu de les reprendre peut-être avec la droite. Oh, le réflexe, c'est pas possible. Ouais. Ça fait 2 fois de suite Et à voilà. Amestoy, c'est superbe. Quel joli point de la part de l'avant rouge, une nouvelle fois. Amestoy qui fait ce qu'il veut. 49-36, Nobia, dernier point pour les rouges. Alors, est-ce que les blancs vont pouvoir repousser l'échéance? Non, je pense pas. Ils sont atteints là, psychologiquement aussi. Ah ouais, Ramuncho Amestoy continue à se concentrer, vous voyez, comme il faut. Beaucoup de sérieux chez tous ces joueurs quand même. Ah oui, des pensionnaires de l'équipe de France depuis, donc, nous le disions tout à l'heure, depuis 10 ans, et très entraînés, très bien préparés. Non. Et il a quand même touché Ouais. le fronton, j'ai cru que non. Eh bien, il avait pu mettre suffisamment d'effet dans cette pelote. Allez, 37 à 49, 12 points. Allez, pourquoi pas revenir encore un peu. Vous voyez cette couverture, encore une fois, la Sagasti, toujours présente derrière, prêt à sauver son partenaire. Marco Lassalle qui se reprend bien, hein, fin de partie. Mais ça ne suffira pas pour revenir. Et que là. Et voilà. Et voilà. C'est terminé, 50 à 37. Ramuncho Amestoy, Federico Lasagasti en rouge conservent leur titre de champion de France pour la 4e ou 5e année consécutive et de paleta pelote de gomme pleine, c'est-à-dire ce que l'on appelle également la pelote espagnole. Quant à Patrick Lissard et Marco Lassalle, ils peuvent peut-être être un petit peu déçus, mais ce n'est pas leur grande spécialité. Marco Lassalle et Patrick Lissard n'avaient joué la dernière finale de gomme creuse qu'en 1989.
Oui, Marco Lassalle, qui peut-être n'avait pas eu la possibilité de se préparer comme il aurait voulu pour cette finale. Et à Mestoy, un adversaire difficile à reprendre à l'avant. Et bon, avec Marco Lassalle et Patrick Lissard aujourd'hui en conditions peut-être difficiles, il était impossible à cette équipe de prendre le titre à Mestoy et Ola Sagasti, qui sont toujours prêts pour des situations d'une telle importance. Eh bien, je crois que, alors que nous voyons ce dernier point qui vaut le titre aux joueurs rouges, dès qu'il sera terminé, nous laisserons à Edmond Lataillade le soin de recueillir les impressions des vainqueurs et pourquoi pas des perdants, Edmond. Oui, tout à fait. Nous sommes à côté de Frédéric Ola-Sagasti. Frédéric, difficile de dissocier l'un de l'autre. Encore une fois, vous avez montré que la pelote, c'est une affaire de complémentarité. Vous allez nous répéter que c'est l'équipe qui a gagné aujourd'hui. Vous êtes encore bien entendu. Oui, on a fait une bonne partie aujourd'hui. Bon, l'équipe a fonctionné très bien. Surtout, on a fait un très bon départ. C'est ça qui a conditionné un peu la finale. C'est qu'on a pris 6 points d'avance d'entrée. Et après, c'est difficile, disons, à se régler dans un trinquet qui est bon, petit et où il faut faire quand même. Et avec des pelotes vives, il fallait faire un jeu, disons, pas trop forcé. Puis. Et bon, mais on a fait les points. Bon, à Mestoy, il a un but terrible à droite. Et on a fait beaucoup de points. On a eu beaucoup de balles après ces buts. Et on a pu faire une différence de 10 points qu'on a maintenu jusqu'au bout. Quoi. Avec une application soutenue parce qu'il n'a pas eu aucune faille chez vous finalement. Non, pas trop de failles. On n'a pas fait trop d'erreurs, disons. Et on a quand même dominé la partie avec l'avance. Et disons qu'on a gagné logiquement. Troisième titre d'affilée. Je crois que vous avez perdu cette finale ici il y a 3 ans. C'était des mauvais souvenirs pour vous, Lourdes. Très mauvais souvenirs dans ce trinquet de Lourdes, puisque bon, on avait perdu contre les frères Inchoraga. Et bon, la seule finale qu'on ait perdue en 6 ans, disons. Et donc, il faut quand même. On avait une revanche à prendre sur ça et on est content d'avoir gagné ici à Lourdes. Oui. Du côté des perdants, peut-être que Marco Lassalle va nous expliquer un petit peu ce que vous avez comme regret aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on attendait une résistance un peu plus poussée de votre part. Ben oui, bon, on avait affaire à 2 grands joueurs, 2 grands phénomènes, la présence de Ramoncho et Fredo. On a pris un mauvais départ, déjà ça ne nous a pas mis trop en confiance. 10-2, ça fait mal dans une partie. Ensuite, bon, on a essayé de revenir, de serrer un peu plus le jeu, de serrer à gauche, de rentrer quelques entre deux, tout ça. Mais bon, avec ce retard, il est difficile de revenir. Bon, sur la fin, on a réussi quand même à attaquer devant Ramoncho, on a rentré quelques jolis points. Je pense que le public était content. Nous, on est un petit peu déçus, mais bon, content d'être déjà arrivé en finale. Vous êtes un petit peu diminué physiquement, puisque votre genou est défaillant, ça s'est ressenti aujourd'hui? Oui, j'ai un petit peu mal au genou droit, mais bon, j'ai fait le nécessaire au point de vue strapping. Mais bon, sur la partie, je n'ai rien ressenti, ça a bien tenu. Autre vainqueur, il s'agit de Ramoncho à Mestoy. Deuxième titre pour vous cette année, paletta cuir, paletta gomme. Vous êtes imprenable à paletta? À paletta gomme, bon, je pense qu'on a quand même on a une petite marge. On a une grande complicité parce que ça fait quand même 10 ans qu'on joue ensemble à Palancha et ça se ressent dans le trinquet. Lissard Lassalle, a priori c'était des adversaires quand même qui vous inquiétaient un petit peu au départ et puis finalement il n'y a pas eu photo comme on dit. Il n'y a pas eu photo parce qu'on a pris un bon départ, mais en fait c'est quand même 2 joueurs dont il faut se méfier à chaque partie. Alors vous devant, vous êtes vraiment le rempart. Alors est-ce qu'il y avait cet esprit de revanche par rapport au chalet que vous avez perdu il y a 8 jours? Bon, c'est sûr, quelque part on voulait se rattraper en quelque sorte du faux pas de dimanche, sans rien enlever au mérite des Aspandars à Chalet, quoi, hein. Surtout quoi. Mais bon, à Palancha, on avait quand même une petite marge parce que le jeu se fait plus à 2 dans le trinquet. Vous parlez de faux pas, ce n'est pas Ramoncho à Mestoy et Frédéric Ola-Sagasti qui sont défaillants, qui sont un petit peu en baisse. C'était simplement un faux pas à Chalet. Vous multipliez un petit peu trop peut-être? Non, je pense que c'était un faux pas cette année. Je pense qu'on a moins bien géré la préparation au niveau du Chalet qui est plus spécifique, tandis qu'à Palancha, bon, on joue quand même tout au long de l'année, donc on aurait peut-être moins besoin de préparation en Palancha qu'à Chalet. On va vous retrouver pour la Coupe du Monde, vous à Chalet, en parfaite possession de vos moyens, sans surprise cette fois-ci? Sans surprise, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez comme surprise. Comme votre défaite en finale du championnat de France? Oui, bon, je pense que bon, c'est pas du tout la même chose. Quand on fait une préparation spécifique pendant
6 mois au niveau international, c'est pas du tout une préparation personnelle en championnat. Merci Ramoncho. Amestoy, on vous laissait aller chercher votre médaille. Et oui, Edmond, parce que le ministre de la Culture, le ministre M. Douste-Blazy est là pour l'instant, c'est le maire de Lourdes et il est resté pour remettre les médailles aux uns et aux autres, c'est-à-dire les 4 finalistes et qui soient gagnants ou perdants. Je vous rappelle que c'était en direct de Lourdes. Nous sommes toujours en direct de Lourdes, Trinquet de Lourdes. Et c'est une première et c'est une volonté de décentralisation de la part de la Fédération française de pelote et du président Dominique Boutineau. Nous avons un peu des finales un peu dans la mesure où il y a maintenant des installations partout, non seulement en Aquitaine, mais dans le sud-ouest et même dans la France entière. La région parisienne, et nous en aurons un bientôt dans le nord, et les multiplient. Bien sûr, les équipements sont coûteux, c'est un petit peu notre handicap, mais nous résolvons cette difficulté de plus en plus. Et le ministre Douste-Blazy, en effet, qui se démultiplie lui aussi, autant pour la culture que pour le sport, et nous l'en remercions, bien sûr. Ouais, il a le sourire, c'est la première fois que... De centralisation par le bas que nous faisons vers le haut. Et nous y arrivons et nous pouvons citer dans ce sens d'ailleurs ce qui va générer cette démultiplication, c'est le décret d'application qui vient donc d'être signé enfin, après 10 années de démarche, décret d'application sur les paris en pelote basque que nous a annoncé le ministre Lamassoure donc hier soir. Et nous confirmons donc cette bonne nouvelle pour l'avancée de la pelote. Une nouvelle que vous attendez au sein de la fédération depuis des années et des années. Je crois que Maître Ribéry, qui était le président de la fédération à l'époque, et qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui, doit tout de même, depuis là-haut, absolument frotter les mains. Et plusieurs ministres qui se sont employés avec la Massour, encore d'autres, c'est-à-dire Mme Elio-Marie aussi, qui c'était, et Michel Inchospé, bien sûr, qui a beaucoup aussi avec Mme Elio-Marie et M. Lamassoure agi dans ce sens. Bon, je pense que cette remise, Monsieur le ministre de la Culture, M. Douste-Blazy, et qui va remettre la médaille au champion de France 1997. Voilà, c'est une belle image et je crois qu'aussi bien Ramoncho Amestoy que Federico Lasagasti s'en souviendront bien longtemps, car ce titre, 8 jours après avoir perdu celui de Charret, oui, ils feront tout pour le récupérer l'année prochaine. Alors, nous allons non pas nous quitter, mais nous allons laisser là cette cérémonie protocolaire. Nous y reviendrons dans 2 minutes. Je voudrais quand même revenir sur un événement de pelote à main nue cette fois-ci. Demain après-midi, vous aurez la finale du championnat de France des indépendants en 2 à 2. Vous y retrouverez là, je vous l'ai dit tout à l'heure, André Aguerre associé à Manu Martiarena. Et de l'autre côté, il y aura Biscoubi et Aramburu. Nous allons revoir Martiarena, qui est un des plus beaux joueurs que la France ait connu depuis bien longtemps. Et il n'est pas le seul, que les autres ne soient pas froissés de ce que je dis, mais enfin c'est un garçon qui a été champion du monde à Vitoria en 1986. Il est passé indépendant par la suite et il en est à sa 12e ou 13e finale, que ce soit en 2 à 2 ou en tête à tête. Il vient d'engager ici, il est en rouge là-bas devant. Et il est opposé à Jean-Philippe Bidéondo, qui lui aussi était champion du monde avec lui en 1986 à Vitoria. C'est un garçon qui est toujours présent, mais il y a peut-être un peu moins de régularité chez ce garçon. D'ailleurs, ils se sont retrouvés en demi-finale à Arcang, en quart de finale il y a 3 semaines. Et Manu Martiarena, associé à Aguerre, ont battu Biscoubi, ont battu Jean-Philippe Bidéondo, qui lui était associé à Francis Caricard. Et Martiarena donc va une nouvelle fois demain partir à l'assaut en 2 à 2 cette fois, alors que là vous le voyez en tête à tête, c'était un des grands rendez-vous de l'année. Les deux joueurs s'étaient fort bien préparés pour cela, pour cette finale, puisqu'il s'agissait du super prestige. Nous sommes dans le trinquet de Saint-Jean-Pied-de-Port et vous le voyez, Martiarena a largement dominé son adversaire, 48 à 26 ici. Et bon, il n'y a pas eu de secret, Bidéondo a été largement battu. Il s'est pourtant donné, vous voyez, il met tout ce qu'il peut là dans tous ses coups. Mais il est dominé, regardez la différence de joueurs. Il y en a un comme tout à l'heure d'ailleurs avec un Amestoy devant qui ne bougeait pas. C'est le rouge là qui distille ses points. Ah, ici il concède tout de même, mais il a mis sous l'arrêt. Manu Martiarena qui s'est peut-être fait mal un petit peu au genou, mais ce n'est pas grave, 27 à 48. Un garçon qui est toujours plein de moyens. Blessure à l'épaule et qui bien sûr rejoint les meilleurs joueurs de cette spécialité en tête à tête
et qui s'affine petit à petit. Et là, il se retrouve face à Marty Arena, le Marty Arena de toujours, et le quintuple champion de France de cette spécialité, qui domine parfaitement cette discipline et qui est toujours parfaitement bien préparé. Voilà, Manu Marty Arena en rouge et Philippe Ideondo en blanc, bien sûr. Voilà, deux des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Et Marty Arena qui aura fort à faire quand même demain après-midi à Asparin contre Aramburu et Biscoubi. Biscoubi, le champion de France en titre. Voilà, c'était donc Jean-Pierre Herviti et Gérard Verdier en direct du Trinquet de Lourdes pour cette finale de championnat de France à Gomme-Pleine, qui, je vous le rappelle, a vu la victoire d'Amestoy et Ola Sagasti face à Lissard et Marco Lassalle. Merci de votre attention. Vous restez bien entendu sur la 3. Vous allez avoir un reportage sur la Traviata qui va être présenté à Bordeaux. Et nous nous retrouverons samedi prochain avec du golf, l'Interligue cette fois-ci. Au revoir, merci de votre attention.